Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super, j'attendais que quelqu'un me réponde. Super, merci beaucoup Diane. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette croquette scientifique du 4 décembre 2024 organisée par l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval. Je me présente, je m'appelle Hélène Thaute et je suis une collaboratrice de l'Institut et j'aurai la chance d'être votre animatrice aujourd'hui. Ce midi, nous avons le plaisir d'échanger avec trois experts au sujet de trois articles scientifiques portant sur l'approche non oncologique dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie. Donc, nos trois invités sont les suivants. Donc, nous avons Dr Geneviève Dechaine, médecin de famille dans le sud-ouest de Montréal, à Verdun depuis 42 ans. Elle est également fondatrice du premier SIAD, donc l'équipe médicale intensive à domicile au CLSC Verdun. Elle est également directrice scientifique du site Paliscience et professeure adjointe à l'Université de Montréal. Diane, peux-tu juste changer la diapositive, s'il vous plaît? Merci. Nous avons également comme deuxième invité Dr Mathieu Moreau, qui est médecin de famille spécialisé en médecine palliative au CIUS du nord de l'île de Montréal. Et pour finir, nous avons Mireille Villeneuve, qui est infirmière praticienne spécialisée en soins des adultes au niveau du secteur de soins palliatifs à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, Université Laval. Donc, avant de commencer, nous voulons vous transmettre quelques informations pertinentes. Donc, dans un premier temps, veuillez noter que la session d'aujourd'hui est enregistrée et qu'elle sera disponible en rediffusion sur les chaînes YouTube de l'Institut et celle de Pallium Canada. Donc, chacune des présentations de nos experts invités sera suivie d'une période d'échange et de questions. Donc, nous allons vous inviter à utiliser la fonction questions et réponses de Zoom pour y inscrire vos questions et elles seront adressées à la fin de chacune des présentations. Merci de votre compréhension et merci également de votre présence. Cette session fait partie du projet ECHO de Pallium Canada. Donc, le projet ECHO en soins palliatifs est une initiative nationale de 5 ans qui vise à cultiver des communautés de pratique et à établir un développement professionnel continu. Ce projet est soutenu par une contribution financière de Santé Canada. Par contre, nous tenons à mentionner que les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada. Avant de laisser la parole à notre première invitée, nous souhaitons également mentionner que dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval rend hommage au premier peuple de ces lieux. Étant la croisée des peuples Huron-Wendat, Wabanaki, Innu, Atikamekw et Wolastoqey, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Dr. Dechaine afin de vous présenter le premier article. Merci à vous. Merci pour l'invitation et merci pour les gens qui sont présents avec nous ce midi. Alors, j'ai choisi pour vous un article très intéressant parce que ça correspond à ma pratique de soins palliatifs à domicile, les prédicteurs de l'invalidité à domicile chez les gens avec une maladie pulmonaire. Suivante. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à divulguer. Suivante. Alors, les objectifs de cette publication étaient d'identifier les trajectoires de la déficience fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne, les AVQ, comme on va l'écrire après, chez les personnes atteintes de maladies respiratoires avancées. Ils avaient choisi des gens avec MPOC, avec une maladie pulmonaire interstitielle, et cancer du poumon non à petites cellules, parce que ce cancer évolue plus lentement et peut être considéré dans certains cas comme une maladie relativement chronique. Il recherchait aussi et surtout les facteurs prédictifs de l'aggravation de cette déficience pour, comme objectif, améliorer la prise en charge clinique et optimiser le moment des interventions de réadaptation. Suivant. Alors, ça a été un travail de moine, je peux en témoigner en lisant cet article-là. C'est une étude de cohorte prospective, multi-sites, 12 sites à la fois, hôpitaux, cliniques externes et des sites communautaires au Royaume-Uni, auprès des patients atteints soit de cancer du poumon non à petites cellules, MPOC ou maladie interstitielle pulmonaire. Ils ont évalué la déficience fonctionnelle dans les AVQ de base, avec un index qui s'appelle l'index de Bartel, mais aussi dans les AVQ instrumentales, avec l'échelle de Lawton-Brody.
Donc, les AVQ de base, c'est essentiellement pouvoir se laver, s'habiller, manger, se déplacer chez soi, alors qu'instrumental, c'est plus complexe, ça fait appel à une autonomie plus complexe comme se cuisiner un repas ou faire le ménage, par exemple. Ils ont procédé, après avoir obtenu les données, à une analyse graphique visuelle pour mieux illustrer et une régression logistique multivariante qui a examiné tous les facteurs possibles de prédicteurs de l'augmentation de la déficience fonctionnelle. Suivant. Alors, je ne vais pas tout repasser ça, mais c'est effectivement, si vous voyez dans la colonne du milieu, c'est l'index de Bartel. La colonne de droite, c'est l'échelle de Lawton-Brody pour les invalidités pour les activités de la vie quotidienne instrumentale. Et je trouvais ça intéressant, cette échelle-là, parce que moi, je travaille à domicile et nous, c'est très important. Alors, un patient qui peut se laver, manger, mais qui ne peut pas du tout se préparer des repas puis entretenir son domicile, déjà, on a besoin d'aide à domicile. Suivant. Alors, ils ont au départ recruté 201 participants pendant la COVID, en pleine COVID, entre mars 2020 et janvier 2021, et ils ont retenu 150 participants qui avaient été évalués, pardon, là, pas d'anglicisme, au moins 3 fois. Donc, il y avait ce qu'ils appellent 3 points de mesure à 2 mois, 4 mois, 6 mois pour les intégrer dans l'analyse longitudinale. Et j'en profite pour vous dire qu'ont été exclus de l'étude dans ces 201 patients, plusieurs qui sont morts. Bien, ceux qui sont morts, c'est ma clientèle à domicile. Alors, donc, il y a un biais de sélection déjà où on retire des patients qui sont observés, les cas les plus sévères, ceux qui étaient très à risque de décéder dans les mois qui suivaient. Les trajectoires de la déficience fonctionnelle présentaient une grande variabilité individuelle. Alors, j'étais contente de voir ça. Parce que ce que je dis toujours à mes équipes à Verdun, c'est vous ne savez pas ce qui s'en vient. On ne peut pas prédire. La limitation de la mobilité était un facteur, le seul en fait, prédicteur indépendant de l'augmentation de la déficience fonctionnelle dans les AVQ instrumentales. Par contre, dans tous les éléments des AVQ de base, aucun prédicteur en soi ne pouvait prédire l'augmentation de la déficience, plus d'invalidité. Suivant. Alors, ils ont même reporté des trajectoires. Il y avait 4 trajectoires pour leurs patients. Les gens pour lesquels l'invalidité augmentait, qui se détérioraient, les gens pour lesquels l'invalidité diminuait. Ça existe souvent quand on fait la réadaptation, une meilleure prise en charge, un meilleur traitement. Ceux pour lesquels c'était stable et ceux pour lesquels c'était trop variable pour en conclure quoi que ce soit. Suivant. Alors, cette étude se dit la première étude de cohorte prospective sur les trajectoires de déficience fonctionnelle dans les AVQ pour les personnes atteintes de maladies respiratoires avancées. La limitation de la mobilité pourrait servir, c'est une conclusion, la conclusion essentielle de cet article, de critères simples d'orientation pour les personnes atteintes de maladies respiratoires avancées, orientation ou vers la réadaptation. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure parce que c'est un grand chapitre, la réadaptation pulmonaire, et on peut y mettre n'importe quoi. Ça peut être un fourre-tout en clinique, comme le sac peut être vide. En pratique, au Québec, souvent, il n'y a pas grand-chose. Mais la réadaptation, en temps opportun, si elle était offerte aux patients, dont ceux à domicile, rêvons, eh bien, elle a démontré son efficacité pour retarder la perte d'autonomie et donc maintenir l'indépendance dans les AVQ le plus longtemps possible. Suivant. Cette étude souligne la nécessité d'intervention de réadaptation préventive. En fait, ce n'était pas l'objet de l'étude, mais la conclusion dit que oui, les données sont robustes, on le sait depuis de nombreuses années, que la réadaptation chez les grands malades pulmonaires peut vraiment ralentir la perte d'autonomie, diminuer les symptômes, améliorer la qualité de vie, évidemment pas indéfiniment parce que ce sont des maladies mortelles, mais donc il y a une utilité à court et moyen terme de procéder à une réadaptation préventive. On va prendre, voilà, merci. Alors, ceci a des implications pour les soins cliniques, car une identification précoce du déclin fonctionnel pourrait permettre une orientation précoce vers les services de réadaptation, et je mets des parenthèses, s'ils existaient, pour éviter une prise en charge en situation de crise. Alors, j'explique ici là, ce phénomène qui est très connu au Québec, où on a une vision particulièrement hospitalo-centrée, malheureusement, des maladies chroniques mortelles, dont les maladies pulmonaires, c'est qu'on a un modèle hospitalo-centré, donc c'est un modèle de crise. Le patient est à domicile avec peu ou pas du tout de service et retourne
à l'hôpital, hospitalisé, et là, il a des services. On amorce une réadaptation qui ne sera pas poursuivie au congé. Et souvent, il n'y a même pas, moi je peux en témoigner, hein, 165 SIAD étaient visés en 2018, il n'y en a même pas 12, donc il n'y a pas d'équipes pulmonaires qui sont capables en temps réel de réagir. On a certaines équipes respiratoires à distance avec des pneumologues, mais c'est très limité. Suivant. Dans la conclusion importante, c'est la perte de mobilité. Ça, c'est utile de savoir. On s'en doutait, mais là, c'est démontré que c'est un facteur prédictif puissant de la perte d'autonomie et que la perte d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne simple et complexe, c'est présent chez plus de 50% des grands malades. En fait, c'est 70% des grands malades pulmonaires qui ont perdu les AVQ complexes. On le sait, pour ceux qui font de la clinique, il y a une immense variabilité individuelle. Il y a des gens qui nous semblent mourants et qui sont encore avec nous 3 ans plus tard, alors que des fois, quelqu'un est relativement peu handicapé par sa maladie pulmonaire et malheureusement décède dans les mois qui suivent la prise en charge. Une trajectoire de perte d'autonomie des AVQ grandissante pourrait être prédite donc par la perte de mobilité. Cette perte de mobilité grandissante devrait mener, dans un monde idéal, à une référence rapide en réadaptation pulmonaire pour prévenir ou ralentir la perte d'autonomie. Suivante. Alors, un petit mot pour conclure sur la réalité clinique, donc réflexion de terrain. On est 15 médecins temps partiel, on suit 1500 patients en fin de vie, dont une proportion importante. On est à Verdun, un quartier défavorisé. Beaucoup de fumeurs et beaucoup d'anciens fumeurs souffrent de maladies pulmonaires. Alors, quand l'étude souligne la nécessité d'intervention de réadaptation préventive et personnalisée, pour moi, c'est comme un aiguillon douloureux dans un abcès parce que je suis, sur mes 150 patients, j'en ai au moins 30 qui sont en maladie pulmonaire très sévère. Donc, très sévère et même terminale puisqu'ils ne sortent plus de chez eux, ils ne vont plus voir le pneumologue, plus capable. Et on n'a pas vraiment d'inhalothérapeute en CLSC à Montréal. On a un service à distance, service respiratoire à domicile, qui procure quand même une base qui est l'appareillage. Si on en a besoin, une inhalothérapeute pour donner des judicieux et très bons conseils à l'occasion, mais ce n'est pas un service d'urgence. Ce n'est pas un service avec un programme de réadaptation structuré, malheureusement. Et c'est un service qui limite beaucoup l'oxygène. Alors, la beauté du SIAD, c'est qu'on peut contourner le SRAD et on passe notre journée à contourner le SRAD pour proposer l'oxygène à des patients qui font des allers-retours pour aller un peu se réapprovisionner en oxygène à toutes les semaines, ce qui coûte très, très cher au système de santé et qui n'est pas le choix de ces patients-là, fumeurs pour la plupart. Alors, nous, on est à domicile, on n'est pas à l'hôpital. Les patients fument. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait fumer dans une pièce, on libère l'autre pièce, puis on leur fait payer l'oxygène pour qu'ils puissent arrêter d'être constamment hospitalisés et qu'on puisse commencer à les faire bouger un petit peu plus. Nous, ce qu'on veut à la maison, on ne veut pas juste un patient dans une civière qui sature bien en haut de 88-92. On veut un patient qui va faire sa vaisselle, qui prépare son petit repas ou qui le réchauffe. On peut donner de l'aide à l'hygiène, mais un patient qui peut faire un minimum d'hygiène tout seul. Donc, on demande quand même une certaine mobilité. Suivant. L'accès à la réadaptation, alors je parle du Grand Montréal. Vous savez, le Grand Montréal, c'est 1,5 million. Il y a beaucoup de monde là. On n'a pas grand-chose. Il y a le Mont-Sinaï, qui est une excellente unité spécialisée en réadaptation pulmonaire. Et sur les centaines et peut-être milliers de patients MPOC que j'ai eu en 40 ans, j'en ai eu 3 qui ont été éligibles. Donc, je ne considère pas que l'accès à la réadaptation intensive en externe ou en interne, ils ont les 2 programmes qui durent 4 semaines. Ça peut être prolongé jusqu'à 6 semaines. Je ne considère pas que c'est un service de base de réadaptation. Alors, je vais vous partager mon rêve, et c'est un peu ma conclusion là, pour avoir lu cette étude-là. J'aimerais bien que des experts comme le Mont-Sinaï ou comme le SRAD mettent en place un service de réadaptation pulmonaire à domicile, en milieu de vie. Ça couvrirait les ressources intermédiaires. J'ai 80 patients en RI. Ça couvrirait les RPA. On a de très nombreux MPOC en résidence pour personnes âgées. Et que ce programme, écoutez, ça existe, hein, ces programmes-là ailleurs, le Royaume-Uni, entre autres, a des bons documents à cet effet, donne vraiment, alors un programme d'exercice. Habituellement, c'est 3 fois semaine, 30 minutes, où les exercices sont essentiellement isométriques pour renforcer la musculature des jambes. Et moi, à domicile, je rajouterais les bras, parce que quand on lave la vaisselle, c'est pas avec les jambes. Donc, j'aimerais bien qu'on ait des exercices isométriques avec des petits poids répétés, des bras et des jambes, parce que c'est démontré
efficace. Pas chez 100% des gens, pas chez les MPOC mourants, mais c'est démontré efficace. Et aussi des exercices de marche monitorés qui peuvent être faits à distance. Alors, on a le fameux télétravail là, qui va être aboli peut-être pour les médecins de famille, dont nous à domicile. On gère beaucoup à domicile nos grands malades. Malheureusement, on semble bientôt couper aussi à ce niveau-là, mais je peux vous dire que d'avoir des physiothérapeutes spécialisés en réadaptation pulmonaire qui se mettraient sur le téléphone, parce que mes patients, ils n'ont pas de iPad puis ils ne font pas de la visio, là, ils font du téléphone, mais qui diraient, bon, allez-y, vous me rappelez dans 30 minutes, vous avez votre saturamètre au doigt, puis vous pouvez prendre, ils ont tous l'appareil à pression, ils peuvent tous prendre leur pouls. Vous me rappelez dans 30 minutes et moi, je connais votre couloir dans votre bloc de RI et ce couloir-là, je veux que vous le fassiez 3 fois ou 4 fois. Donc, quelque chose de très personnalisé, mais qui fait que le patient se dit, oh là là, Gustave va m'appeler. Je suis mieux de me préparer, je m'habille, je me brosse les dents, je suis prêt quand Gustave m'appelle. Let's go, je fais mes exercices isométriques des bras, des jambes et la marche que lui me conseille. C'est juste ça, mais ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cet article est pour moi un aiguillon dans un abcès qui fait très mal parce que mes patients sont pas mal laissés tout seuls dans une vision que je considère encore très hospitalo-centrée de la maladie pulmonaire avancée et terminale. Suivant. J'ai terminé. On est rendu à la période de questions et je suis contente, je n'ai pas pris trop de temps. Donc, on a une couple de minutes. Parfait. Merci beaucoup, docteur Dechaine. Donc, j'invite notre auditoire à inscrire les questions soit directement dans le clavardage ou en utilisant la fonction questions-réponses directement dans Zoom. Donc, une question pour vous, docteur Dechaine. Donc, vous avez mentionné plusieurs solutions que vous aimeriez voir prendre de l'avance au niveau du Québec pour essayer de contrer les résultats de cette étude. Ça serait quoi vos recommandations que vous formuleriez aux professionnels de la santé pour identifier et prendre en charge les patients qui sont à risque de déficience fonctionnelle? Alors, tout simplement, et je pense que ça s'applique dans tous les domaines de la santé actuelle, une décentralisation totale. Refaire confiance aux magnifiques établissements que sont les CLSC. Et donc, avoir dans chaque CLSC ou regrouper 2, 3 CLSC ensemble en milieu urbain, comme nous, vous voyez, notre SIAD, on couvre 3 CLSC, des équipes d'Inalo et donc de techniciens en réadaptation pulmonaire ou de physiothérapeutes. Il faut regarder là, qui pourrait faire ce travail-là à coût les plus faibles possibles. Mais je pense que l'hyper centralisation qu'on vit actuellement à Montréal, puis qu'on vit dans le réseau de la santé, est catastrophique. Écoutez, nous, on contourne le service respiratoire à domicile, et je le dis sans aucune gêne, y compris les pneumologues, pour avoir accès à de l'oxygène chez des fumeurs disciplinés qui acceptent de ne pas fumer à côté du concentrateur. C'est facile à faire, ça, franchement. Et qui se payent. Moi, j'ai des gens qui ne se privent de manger. Alors, ils vont vraiment être en sarcopénie puis de muscles pour avoir leur concentrateur pour ne plus retourner à l'urgence. Et on n'a pas d'argent dans les CLSC pour ça. Donc, moi, c'est la décentralisation complète des soins en première ligne. Et ça couvre les RI et les RPA pour avoir, bien sûr, 1 ou 2 inhalothérapeutes qui superviseraient une équipe. Entre autres, nos infirmières pourraient être formées. Nous, on a fait ça en soins palliatifs, c'est le même modèle. On a complètement décentralisé. On a 4 infirmières qui sont vraiment expertes en soins palliatifs et qui mentorent nos 85 infirmières au CLSC de Verdun qui ont rehaussé leur niveau d'expertise en soins palliatifs parce qu'elles étaient sur place, ces 4 infirmières-là. Donc, décentraliser et mettre les services sur place parce que là, on n'a plus les barrières technocratiques de niveau de saturation, combien de cigarettes fumées. Non, c'est ça. Je pense que ça demande aussi une certaine flexibilité dans certains critères pour avoir accès à certains traitements, là. Mais ça, c'est la vraie vie terrain. Vous avez raison. Si on a des critères très rigides, ça fait des hospitalisations répétées. Tout à fait. Exactement. On va conclure avec une dernière question d'un collègue qui est médecin en France, où il nous mentionne qu'il existe des hospitalisations à domicile avec des programmes de réadaptation et il aimerait vous demander, dans votre pratique clinique, est-ce que le terme soins palliatifs freine les propositions potentielles de réadaptation? Nous, non, mais c'est parce qu'on est un SIAD, c'est une équipe médicale qui comprend très bien la signification élargie du terme soins palliatifs, qui est la fameuse question, seriez-vous surpris, docteur, si votre patient mourait cette année? Donc, si j'ai un POC très sévère, sinon terminal, il peut vivre 3 ans. J'en ai plusieurs qui battent des records, hein. D'ailleurs, c'est particulier à la maladie pulmonaire.
Plus encore que les insuffisants cardiaques, les MPOC cachexiques maigres qui sont étouffés à prendre leur petit déjeuner peuvent vivre des années. C'est incroyable. J'aime beaucoup cet article qui parlait de la grande variabilité. Donc, je pense que le terme palliatif, pour nous, pour notre équipe, du moment qu'on décentralise et que tout se décide sur le terrain, au point de vue régional, local, ça ne sera pas un frein. Parfait. Super. Merci beaucoup, docteur Dechaine. Je vois le temps filer, donc on va passer au deuxième article. Je vais passer la parole à docteur Moreau qui va nous présenter son article. Vous allez voir, c'est une variation sur le même thème. Merci beaucoup de l'invitation. On va rester dans la maladie pulmonaire, mais pour se concentrer un peu plus sur la fibrose pulmonaire. Suivant. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à divulguer dans le cadre de cette présentation. Et l'objectif de cet article-là, c'était vraiment de fournir une mise à jour dans les dernières années sur ce qui se passait là, en gestion des symptômes, en matière des formations et aussi là, pour le soutien des patients et de leurs proches, et de regarder un peu la planification préalable des soins. Suivant. Donc, ce qu'ils ont fait, grosso modo, c'est qu'ils ont mis plusieurs termes dans PubMed. Ils ont regardé ça à plusieurs reprises pour avoir des articles dans les 18 derniers mois. Donc, le but, c'était pas de voir tout ce qui se faisait en fibrose pulmonaire, mais vraiment d'avoir une illustration de ce qui se passait récemment en fibrose pulmonaire. Ils ont ensuite fait une analyse qualitative des données extraites et synthétiques, mais il n'y a aucune nouvelle donnée. Donc, c'est pas comme l'article que Geneviève vient de vous présenter. S'il n'y a pas de nouvelles données qui nourrissent ça, c'est vraiment une synthèse. Suivant. Donc, on va essayer de regrouper les résultats. Ils ont regroupé les résultats en 4 catégories, puis c'est comme ça que je vais vous les présenter. Donc, ce qui est par rapport aux besoins, hein, la recherche de besoins, par rapport tout ce qui est les interventions de soins palliatifs, puis c'est intéressant parce que si vous voyez vite, il y a un aspect de support psychosocial qu'on savait, mais aussi d'éducation, qui est quelque chose qu'on met moins de l'avant généralement quand on parle de soins palliatifs. En tout cas, c'est pas quelque chose que la plupart des personnes ont en tête. Tout ce qui est en lien avec la planification préalable des soins et enfin les soins de fin de vie. Suivant. Donc, vraiment par rapport aux besoins. On a deux besoins qui sont vraiment centrés, donc à la fois des besoins liés à la communication, puis aussi à la prise en charge qui est globale. Il y a une des choses qui est notée, on le sait en pratique, hein, on le sait, moi, ma pratique, c'est que je fais et de l'hôpital, c'est-à-dire de la consultation à l'hôpital, à Montréal également, là, au sud du Nord, donc dans un hôpital universitaire où est-ce qu'on a des patients qui sont en transition de soins, des patients qui sont très précocement dans leur prise en charge dans une approche palliative globale et des patients qui sont en fin de vie. Puis comme vous le savez, dans vos pratiques probablement, les patients, c'est pas écrit dans leur front où est-ce qu'ils sont quand ils rentrent, puis ça, eux-mêmes, des fois, ils sont dans une approche palliative précoce, mais qui sont en fin de vie, hein. Donc, on voit, ouais, ils ne cheminent pas tous au même endroit, les patients et leurs proches, mais le diagnostic de cette maladie-là, de la fibrose pulmonaire, cause énormément de détresse et toutes les nouvelles transitions. Donc, c'est vraiment noté comme de la détresse et vous pouvez voir qu'une approche palliative peut être un bon réflexe à avoir pour adresser cette détresse-là. Il y a plusieurs patients qui sont démoralisés, hein. On parle de détresse, de démoralisation. On sait que plusieurs personnes avec des démoralisations sévères vont avoir de l'intensité de la dépression. Donc, il y a vraiment des aspects psychologiques, même psychiatriques à aller chercher chez ces patients-là. Il n'existe malheureusement pas d'outils de dépistage standardisés pour les besoins palliatifs dans cette population. Donc, c'est plus difficile de dire vous cochez ces cases-là, puis si vous cochez 3 fois sur 10, vous vous référez en soins palliatifs, vous adoptez un cadre palliatif. Ça n'existe pas. Mais en même temps, dans l'article, il disait que des fois, le problème, c'est quand on suit trop des approches standardisées, ça crée une déconnexion dans la communication avec les patients, puis ça fait en sorte aussi que les patients sont moins engagés et les cliniciens sont moins engagés. Et donc, ça peut nuire. Donc, des fois, on dit, hein, les checklists, ça peut être utile, mais des fois, ça peut avoir l'effet contraire. Puis, on voit aussi qu'un des critères de référence au niveau des services de soins palliatifs par les pneumologues, c'est vraiment où est-ce qu'ils sont rendus dans leur maladie. Donc, on le voit dans plusieurs maladies, hein. Les soins palliatifs sont passés du cancer
maladies non oncologiques, donc c'est le sujet aujourd'hui. Puis on voit vraiment que ça a changé, mais que dans les références, c'est plus tel diagnostic ou tel besoin du patient, mais non, il est rendu à tel stade de la maladie, donc on devrait le référer. Et on voit que c'est quand même l'aspect prédominant. Puis il disait que même pour certaines personnes, ils ne sentaient pas le besoin, dans un des articles qu'ils ont revu, de référer les patients, donc ils servent un peu ce qu'on va dire en anglais gatekeeper, donc c'est eux qui vont vraiment servir de portier ou qui vont vraiment garder l'accès ou non aux soins palliatifs. Alors, quand cet accès-là est basé sur des fausses prémices, ça peut être dommageable pour les patients. Suivant. Les interventions aux soins palliatifs, ça c'est intéressant. Ça, c'est quand on a un crayon puis on prescrit, c'est généralement là-dessus qu'on veut agir. Eh bien, non, on va revenir en arrière. On reste sur celle-là. Je n'ai pas mis de texte pour l'accompagner parce que ça, vous allez voir, ça va être intéressant. Il y a 2 symptômes qui sont très, très prédominants chez les patients, la dyspnée et la toux. Et donc, ils ont regardé récemment qu'est-ce qui se passe dans ces études-là. Puis, un des réflexes qu'on a en médecine palliative, hein, c'est de prescrire beaucoup d'opioïdes pour ces symptômes-là. Puis vous allez voir, on va s'en parler à la diapositive suivante. C'est peut-être pas la meilleure des options. Le soutien psychosocial, hein, donc on voit que le soutien, c'est à la fois pour le patient, mais beaucoup pour les proches. Dans une maladie, Geneviève en a parlé, qui est très imprévisible, qui est très différente. Donc, si vous aviez à vous occuper intensément d'un proche pendant 3 à 6 mois, vous pourriez peut-être le faire. Puis si je vous dis, mais ça se peut que ça dure 6 ans, ça se peut que ça soit difficile. Et donc, les proches ont besoin de beaucoup de support aussi. Puis de l'éducation, c'est une maladie, comme beaucoup de maladies, qui n'est pas connue. Les gens ne réalisent pas qu'est-ce que c'est. Quand on parle d'un cancer, les gens réalisent un peu plus, mais la fibrose pulmonaire, la population en général n'en a pas vraiment entendu parler. Donc, ça cause de la détresse, mais en plus, ça cause de la détresse parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, éduquer les patients et leur donner les outils, surtout dans un système qui n'est pas très, très efficient, de leur donner des outils de eux-mêmes gérer leurs propres besoins. Suivant. Donc, on va regarder dans ça, c'est une approche, le stepwise, hein, par étape, une approche en escalier, selon la sévérité de la maladie, mais souvent aussi selon les besoins des patients. Puis là, c'est écrit petit probablement sur vos écrans, surtout si vous regardez sur un cellulaire. Il y a l'article, ça a été publié récemment, c'est tous des articles récents, cette année, puis qui propose une approche. Puis cette approche-là a été étudiée, puis ça semble efficace. Donc, on peut regarder, juste vous pouvez faire la première, mais suivant. C'est la réadaptation pulmonaire. Geneviève en a abondamment parlé. C'est quelque chose qui est peu accessible dans notre système. Et c'est une des premières. En fait, c'est la première. La première chose qu'on doit faire, c'est identifier les objectifs du patient. Mais après ça, la première chose qu'on devrait mettre en place, ce qui est le plus prouvé dans la littérature, c'est la réadaptation pulmonaire. Suivant. Donc, tout ce qui est l'éducation au self-management. Puis l'éducation, en fait, à la gestion par soi-même des outils, ben, c'est aussi qu'on peut avoir certains outils extérieurs. Puis, suivante, vous voyez, quand on peut aller plus loin, tout ce qui est les marchettes, tout ce qui peut nous aider à marcher. Hein. Les gens pensent que les marchettes, c'est uniquement bon pour gérer la vitesse de marche puis la stabilité, mais non, au contraire, ça peut vraiment ouvrir la cage thoracique et permettre de mieux respirer. Tout ce qui est les petits ventilateurs à main qu'on peut utiliser là-dedans. Suivant, l'accès à l'oxygène. Geneviève en a parlé, je vais passer vite un peu. Puis ensuite, les opioïdes, qui me présentaient des nouvelles études qui semblent montrer que les opioïdes pourraient être efficaces pour la dyspnée puis efficaces pour la toux, mais ça demeure quand même que c'est des évidences, hein, des preuves qui sont un peu mixtes à travers l'ensemble du tableau. Oui, il y a des choses qui sont un peu plus récentes là-dedans. Il y a quand même un pourcentage de patients qui abandonnent leur opioïde qui est important dans ces études-là. Et les experts ne s'entendent pas sur à quel niveau on devrait recommander les opioïdes. Et c'est pour ça que c'est mis vraiment à la toute fin. Donc, ça ne devrait pas être une stratégie précoce, mais c'est une stratégie qui devrait probablement plus être utilisée à la fin. Et il y avait 2 approches. L'approche avec des opioïdes à longue action, puis des approches avec une opioïde à courte action donnée 1 ou 2 fois par jour. Suivant. Tout ce qui est le Advanced Care Planning, hein, ça, c'est toute la planification anticipée des soins, au préalable des soins
très débattu dans la littérature. Ils n'ont pas beaucoup parlé des débats dans la littérature là-dedans, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ça soit pris précocement et qu'il faut que ça soit pris avec les proches. Donc, ce qu'on voit dans la littérature récemment sur l'approche palliative, ou la planification préalable des soins, c'est que c'est vraiment utilisé pour outiller les proches dans la prise de décision future. Suivante. Et enfin, la fin de vie. Vous pouvez, suivante aussi. Une des choses que j'ignorais, c'est que la plupart des patients avec des fibroses pulmonaires vont mourir à l'hôpital. Donc ça, je ne le réalisais pas à ce point-là. Puis que, étant donné qu'ils ne parlent pas vraiment, l'approche palliative n'est pas aussi intégrée qu'on voudrait, mais ça fait en sorte que les discussions n'ont pas lieu, puis ils ont beaucoup plus de soins intensifs, là, pas nécessairement des soins intensifs comme une unité de soins intensifs, mais des soins plus intensifs qu'ils voudraient. Donc, on veut diminuer les hospitalisations, mais surtout avoir une adéquation avec les volontés du patient. Puis cette étude-là nous montre aussi que, encore une fois, il pourrait avoir des tendances à une survie améliorée par une approche palliative précoce. Donc, c'est justifié, non pas je vous envoie en soins palliatifs ou je fais une approche palliative intégrée parce que vous allez mourir, mais au contraire, parce que je veux augmenter votre survie. Suivante. Donc, il présentait 3 modèles de soins palliatifs, ceux qui sont faits par l'équipe primaire, ceux qui sont faits par des soins palliatifs qu'on va dire spécialisés. Nous, au Québec, on n'est pas des spécialistes de soins palliatifs, on n'a pas le droit de dire ça parce qu'on n'est pas une spécialité reconnue par le collège, mais on est des experts en soins palliatifs. Puis l'autre, c'est un modèle hybride, donc qui va combiner les deux approches, puis qui pourrait être mené, par exemple, par une infirmière. Puis c'est pas le modèle où est-ce qu'on réfère à des experts en soins palliatifs qui est le plus efficace parce qu'on n'en a pas assez d'experts en soins palliatifs. Donc, c'est vraiment une approche palliative intégrée, primaire et aussi un mélange des deux modèles. Le problème pour beaucoup de ces patients-là aussi d'avoir un expert en soins palliatifs, c'est qu'il faut qu'ils se déplacent. Geneviève l'a évoqué, ces patients-là ne peuvent presque plus se déplacer. Donc, s'ils peuvent se déplacer une fois ou 3 mois pour voir un pneumologue, mais ils ne voudront pas aller voir un médecin autre ou même une infirmière en soins palliatifs dans un autre contexte. Donc, l'approche aussi virtuelle est une voie à explorer selon les auteurs. Suivante. Donc, en conclusion, parce qu'il me reste plus de temps, on voit que l'approche palliative primaire peut améliorer la gestion des symptômes et la planification préalable des soins. Ça peut aussi changer. Il faut, par contre, pour ça, un changement d'attitude chez les cliniciens qui peuvent être un frein à cette approche-là. Les aidants ont des besoins, il faut vraiment les aider et en les soutenant. Puis, il y a quelque chose une citation qui est magnifique que je vais vous lire, qui conclut l'article. Les soins palliatifs ont un impact transformateur permettant aux patients atteints de fibrose pulmonaire de s'épanouir et pas seulement de survivre, tout en favorisant la compassion parmi les cliniciens et en promouvant un système de soins de santé plus humain. Hein? C'est pas beau, ça. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Puis ça, c'est vraiment une très belle philosophie palliative. Suivant. C'est la période des questions. Exactement, c'est la période de questions. Merci beaucoup, Dr. Moreau. Je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a quand même un filon entre les 2 articles qui ont été choisis par Dr. Dechaine et vous-même, là. On voit que c'est un sujet d'actualité. Donc, j'invite notre auditoire à poser les questions dans le chat ou en utilisant la fonction questions-réponses. Pour ma part, j'aurais une question pour vous, Dr. Moreau. Donc, c'est sûr que quand on parle d'approche de soins palliatifs, on parle beaucoup d'avoir cette communication ou cette conversation-là avec notre patient et sa famille. Donc, j'aimerais obtenir votre input par rapport aux défis qui sont liés à la communication avec les patients et leurs proches aidants. Ça serait quoi les défis que vous avez identifiés dans votre pratique? Puis ça serait quoi les stratégies que vous pouvez mettre de l'avant pour essayer de surmonter ces défis-là? Le défi numéro 1, c'est le même défi qu'on a présentement là, en ce moment, c'est qu'on manque de temps. Donc, je ne pourrais pas vous en parler de long en large parce que c'est souvent ça qu'on vit, hein. On n'a pas beaucoup de temps. Puis aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les cliniciens, on a souvent l'impression que, oh, je ne vais pas ouvrir cette boîte-là parce que si j'ouvre cette boîte-là, il va y avoir des émotions, puis ça va être le Niagara d'un coup. Mais souvent, en fait, il y a un autre aspect, c'est qu'on pense beaucoup que la communication, c'est quelque chose d'acquis, d'inné. On l'a ou on ne l'a pas. Et donc, les gens ne vont pas avoir des outils pour aborder ces questions-là. Puis, un des aspects, hein, quand on parle de soins palliatifs intégrés, de soins palliatifs primaires, on a souvent, quand on dit ça, il y en a qui pensent, ah, donnez-moi les recettes pour prescrire. Mais en fait, c'est beaucoup plus un accompagnement, puis une communication, puis d'ouvrir ça. Identifier les valeurs des patients, c'est pas, c'est quoi vos valeurs?
hein. Donc, il faut avoir quelques questions clés. Puis, bon, il y a des présentations sur la communication avec quelques stratégies, hein. On présente souvent que la communication, c'est comme un coffre à outils. Des fois, on est bon avec un marteau, mais il faut des fois avoir un tournevis parce que le plan B, il faut l'avoir. Alors, c'est vraiment dans ce cadre-là. Puis, c'est de plus en plus populaire, la formation sur la communication, même précocement en médecine. Alors, puis dans les autres sciences de la santé aussi, on voit l'importance. Puis c'est ce qui va nous différencier d'une certaine façon de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Alors, ça vaut la peine d'aller chercher quelques outils de plus dans une présentation, juste des fois une phrase ou deux, un collègue, ah oui, tu dis ça comme ça, et c'est bon, je l'ai essayé. Puis de voir si ça correspond vraiment à notre style propre de communication. Mhm. Vous apportez vraiment des points intéressants, surtout que je pense que jusqu'à un certain point, il y a certains professionnels de la santé qui peuvent être mal à l'aise d'avoir ce type de conversation-là avec leurs patients. Donc, d'aller chercher de la formation à cet égard-là et de se poser nous-mêmes la question, c'est quoi nos croyances, c'est quoi nos valeurs par rapport à ça, comment je peux me distancer pour intervenir adéquatement, ça peut être très aidant, là, surtout en lien avec des trajectoires chroniques comme ça. Ben, merci beaucoup, Dr. Moreau. Malheureusement, c'est courte période de questions. Donc, pour finir la croquette scientifique, je vais passer la parole à notre collègue Mireille Villeneuve qui va vous présenter le troisième et dernier article de la journée. Oui, bonjour à tous. Donc là, on s'en va ailleurs. Dans le fond, moi, je suis infirmière praticienne spécialisée de cardiologie. J'ai pratiqué environ 10 ans en chirurgie cardiaque et en insuffisance cardiaque, d'où le choix de mon article d'aujourd'hui. Et depuis les 3 dernières années, j'ai une pratique exclusive en soins palliatifs à l'IUCPQ. Donc, je fais juste du milieu hospitalier. Donc, aujourd'hui, je vous présente un article américain qui a été paru en septembre 2024 où on parle de l'approche palliative, de l'utilisation palliative des inotropes intraveineux, hein, la milrinone, le Primacor ou la dobutamine, chez les patients d'insuffisance cardiaque avancée. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à divulguer. Donc, les objectifs de l'article, c'était de discuter l'utilisation des inotropes en soins palliatifs chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée. C'était aussi d'examiner les différents obstacles à la prescription de ces inotropes-là en soins palliatifs et de proposer un appel à l'action pour fournir des soins adaptés aux objectifs du patient. Donc, la méthode qui a été utilisée, c'est un éditorial qui passe en revue la revue de littérature existante, puis parfois j'ai le goût de dire inexistante, sur l'utilisation des inotropes en soins palliatifs chez la clientèle atteinte d'insuffisance cardiaque avancée. Les auteurs ont synthétisé les données disponibles, identifié les différents obstacles, puis ils proposent aussi des recommandations. L'éditorial ne présente pas de nouveaux résultats de recherche. Il résume, dans le fond, les données existantes. Donc, 3 grands points qui ont été soulevés, c'est que les inotropes peuvent améliorer les symptômes et la qualité de vie des patients en soins palliatifs atteints d'insuffisance cardiaque avancée sans toutefois prolonger leur durée de vie. Il reflète aussi un manque de données flagrantes sur différents points, entre autres, c'est qui la clientèle qui peut bénéficier des inotropes intraveineux, quels sont les critères d'inclusion et d'exclusion, comment on accompagne ces patients-là à lesquels on offre une thérapie qui est somme toute avancée, mais qui sont en approche palliative. Fait que le manque de données est vraiment sur toute la trajectoire de ces patients-là. Suivante. Et évidemment, beaucoup d'obstacles vont empêcher l'utilisation étendue de ces médicaments-là. Essentiellement, le coût. Le papier, c'était américain, mais j'ai quand même regardé au Québec comment ça pouvait coûter l'utilisation de la milrinone. Je vais vous en parler tantôt, mais il y a comme un peu 2 styles qu'on peut donner, soit en cure ou soit en biberon sur une perfusion 24 heures sur 24. Quand c'est donné dans les centres hospitaliers, c'est difficile d'avoir les coûts parce que c'est couvert RAMQ. Mais un patient qui, somme toute, ne voudrait pas venir à l'hôpital et qui se promènerait en approche palliative avec son Primacor à domicile, c'est tout près de 96 000 par année. Fait que ce n'est pas donné. Fait que le coût est un obstacle. Le manque de lignes directrices claires aussi. Ensuite vient le manque de formation des cliniciens et l'inconfort des cliniciens. Puis, je mets autant là-dedans l'inconfort des cardiologues à demander une équipe de soins palliatifs chez cette clientèle-là
ou lequel on a une thérapie intraveineuse et l'inconfort des équipes de soins palliatifs à suivre ces patients-là chez lesquels ils ont des inotropes intraveineux. Fait que c'est un inconfort mixé. Puis, il reflétait dans l'article aussi un manque de collaboration entre les spécialistes, là, dit les cardiologues et les équipes de soins palliatifs. Donc, je pourrais m'arrêter là, mais effectivement, je ne m'arrêterai pas là. J'ai choisi cet article-là qui présente pas de résultats, mais parce que j'avais envie qu'on ouvre la discussion sur ce sujet-là qui est peu souvent abordé. Puis je vous partage, en même temps, je vais vous partager l'expérience qu'on a avec cette clientèle-là à l'IUCPQ, qui est notre clientèle qui représente pratiquement 50 de nos patients. Donc, présentement, puis toutes les données que je vous donne, là, j'ai collaboré avec la clinique d'insuffisance cardiaque de l'IUCPQ. Donc, c'est globalement 10 à 15 patients qu'on va suivre, que la clinique va suivre, soit sur des cures 2 fois par semaine. Donc, les patients se déplacent au centre de soins de jour 2 fois par semaine pour recevoir leur cure de milrinone, ou bien ils sont sous biberon, fait connectés 24 heures sur 24 à la maison, puis ont de l'aide du CLSC pour les changements de biberon. Quand j'ai questionné l'équipe de cardiologues, parce que c'est les cardiologues qui prescrivent ces médicaments-là, comment vous vous basez comment vous choisissez vos clients pour leur offrir les inotropes intraveineux, bien, eux, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il n'y a pas de données. On ne sait pas qui va répondre au traitement. On ne connaît pas les critères de la sélection. Toutefois, essentiellement, ça va être des patients qui sont en classe NYHA 3 à 4 sur 4 ou en stade D de la maladie, avec des traitements médicaux et pharmacologiques qui sont optimales ou à dose maximale tolérée par le patient. Quand on parle d'optimal, c'est que le patient a été screené de A à Z. Hein. Il a eu sa revascularisation, il a eu son pace biventriculaire. Les médicaments ont été optimisés au maximum qui ont été pu. On a évalué si on était capable de les opérer, on est capable de corriger les valves, on est capable de faire des pontages. Ils ont été évalués souvent pour une greffe cardiaque, pour un cœur mécanique. Puis c'est quand on n'a plus d'options à proposer, puis qu'on est rendu au terme de la maladie, le patient n'a plus de qualité de vie, bien qu'on se dit, bon, on pourrait peut-être tenter les inotropes en intraveineux. On n'a pas de critères d'exclusion. Toutefois, les patients pour lesquels on va débuter ça, c'est souvent des patients où la fonction rénale va commencer à se détériorer. Ils vont moins bien répondre aux diurétiques. On est en escalade de diurétiques. Ils ont une clinique de bas débit cardiaque, puis ils font la porte tournante. Ce qui fait que souvent, on va avoir testé pendant le séjour hospitalier les inotropes. Et quand on va arriver pour sevrer, bien, on va s'apercevoir que le patient commence à être plus essoufflé, il y a de la grande fatigue, il recommence à avoir une clinique de bas débit cardiaque. Là, on va se dire, oh, on a un échec au sevrage de la milrinone pendant le séjour hospitalier, ce qui va faire que, vu qu'on le sait qu'il répond, bien, ça va être un bon client pour les inotropes. Toutefois, les patients où on va l'avoir testé intra-hospitalier, ils vont avoir fait qui ne l'auront pas toléré, soit par arythmie sévère ou par hypotension sévère, vont être exclus d'emblée. Les patients avec des troubles cognitifs ou les patients qui ont un trouble de mobilité qui les empêcherait de venir à l'hôpital. Puis aussi, il faut dire que c'est un investissement de temps. Hein. Les cures de milrinone, je compare ça souvent à la dialyse. Il faut qu'ils viennent 2 fois par semaine à l'hôpital. C'est hyper exigeant. Puis on a beau dire que la cure, c'est seulement 4 heures, mais il faut qu'ils partent de la maison, qu'ils arrivent à l'hôpital un peu d'avance, qu'on ouvre la voie intraveineuse, qu'on débute le traitement, qu'ils finissent le traitement, qu'ils se retournent chez eux. Fait que souvent, là, ça leur prend un bon 6 heures. Fait que ça leur gobe 2 journées par semaine. Fait qu'il faut que l'investissement en vaille la peine pour la qualité de vie. Suivante. Donc, avant de débuter les cures d'inotropes, le cardiologue va parler au patient, hein, il va discuter souvent des objectifs de soins, un niveau de soins va être établi, puis on va discuter aussi de la réponse, de la possibilité de réponse ou non-réponse au traitement sur la qualité de vie. Puis j'ai marqué plus ou moins une consultation en soins palliatifs, parce que présentement, on ne se le cachera pas, on n'est pas demandé d'emblée chez ces patients-là, même si on est en approche palliative, de par la limite que j'ai énoncée tout à l'heure. Parfois aussi, le patient n'est pas prêt à nous voir. Hein, il met beaucoup d'espoir sur un traitement qui semble un peu hors de l'ordinaire. Le patient ne sera pas prêt à nous voir ou le cardiologue ne sera pas prêt à nous demander non plus, mais
quand on est demandé, ça nous fait plaisir. On sait qu'on fait la différence chez ces patients-là. Un coup, c'est débuté, le cardiologue va revoir son patient un mois après le début, puis c'est là qu'on va voir si le patient il répond ou pas. Deux options possibles. Il y a les patients qui ont des réponses très, très favorables. Leur qualité de vie va être augmentée, une amélioration nette de la classe fonctionnelle, ils vont être moins essoufflés, ils vont voir que ça fonctionne. Fait que eux, ces patients-là, c'est clair qu'ils vont vouloir poursuivre le traitement. Là, pour la décision de si on y va en cure 24 heures sur 24 ou 2 cures par mois, c'est souvent discuté selon la préférence du patient, à savoir qu'un patient qui est en cure souvent va être avec un porte-à-carte, on va brancher et débrancher, puis entre les cures, le patient va être libre. Le patient qui a son biberon 24 heures sur 24, bien là, c'est sur un PICC line, ça paraît, il est pris avec son biberon, il ne peut pas se baigner. Pour l'hygiène, c'est plus compliqué aussi. Fait que tout ça est discuté avec le patient. Les patients pour lesquels le patient dit « j'ai pas d'amélioration, ça m'épuise venir à mes cures parce que ça peut arriver », ces patients-là, habituellement, vont décider par eux-mêmes de cesser les traitements d'inotropes. Puis on a certains patients aussi qui ne voient pas d'amélioration, mais sont tellement pas prêts à lâcher la serviette. Mais chez ces patients-là, habituellement, c'est poursuivi. Puis là, c'est à ce moment-là que la plupart du temps, les soins palliatifs vont entrer dans les dossiers pour aider au cheminement puis essayer de voir si on n'est pas capable d'ajuster un peu le traitement médicamenteux des autres symptômes réfractaires. Suivant. Donc, en conclusion, ce que l'article dit, c'est que l'utilisation d'inotropes en soins palliatifs pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée est compatible avec le principe des soins palliatifs. Ils nous disent aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles importants qui empêchent à leur adoption. Puis les auteurs recommandent une action concertée pour surmonter les obstacles, notamment en réformant le modèle de remboursement, en développant des lignes directrices claires, en améliorant la formation des cliniciens et en favorisant la collaboration interdisciplinaire. Puis ça va vraiment, en fait, avec ce qu'on vit sur le terrain avec cette clientèle-là. Puis moi, j'ajouterais de rajouter, aussitôt qu'on est en approche palliative pour cette clientèle-là, de demander les équipes de soins palliatifs, ne serait-ce que pas pour un suivi longitudinal souvent au début, mais minimalement pour qu'ils apprennent à nous connaître, puis à démystifier tout ça, puis qu'on le sait qu'on vise le confort avant tout. Mais souvent, ces patients-là sont quand même, on en a plusieurs patients que ça fait plus que 12 mois qui sont sous inotropes, puis on était sur ça ne prolonge pas la durée de vie, mais quand même, ils ont une qualité de vie qui est beaucoup plus acceptable que ce qu'on avait. Donc, ça met fin à l'article. On serait à la période de questions. Merci beaucoup, Mireille. C'est vraiment intéressant, surtout la partie de la milrinone avec l'IUCPQ. D'ailleurs, j'aurais une question d'emblée à te poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, que vous tentez de mettre en place ce traitement-là à domicile et que les CLSC vous mentionnent qu'ils ne font pas ce traitement? Parce que personnellement, ça m'est arrivé dans ma pratique. C'est sûr que je vous dirais que c'est beaucoup géré par la clinique d'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas nous, au niveau des soins palliatifs, qui gèrent ça. Puis la plupart des patients sont en cure. Fait qu'ils vont se déplacer à l'IUCPQ ou dans d'autres centres. Là, on a des patients qui sont dans des centres satellites. Là. Je crois qu'on a même un patient en Gaspésie puis un sur la Côte-Nord qui sont gérés à distance. Mais la plupart, c'est peu de patients qui sont sous biberon. Puis à ma connaissance, le suivi de l'IUCPQ puis le mentorat est tellement important que j'ai pas connaissance. Il y a des places que c'est plus difficile, mais j'ai pas eu connaissance d'un refus catégorique. Donc, il y aurait probablement de la formation puis du développement à faire là, pour que ça soit décentralisé, pour qu'on puisse Oui, mais ces patients-là ne sont pas suivis en cellule de soins palliatifs à domicile, par exemple. C'est du soutien à domicile. Ouais, OK. Intéressant. On a une question intéressante, justement, de Dr. Dechaine qui demande, en fait, considérant le nombre vraiment important d'insuffisants cardiaques terminaux avec la population qui vieillit, comment on peut considérer ce traitement-là pour un grand nombre de patients, notamment en lien avec le coût? Bien, je pense qu'il faut avoir une discussion ouverte avec les patients parce que c'est certain que je n'ai pas la moyenne d'âge des patients qui sont sous Primacor, mais ce n'est pas essentiellement des patients de 80-90 ans. C'est des patients plus jeunes pour lesquels, eux, ils ont encore un but dans la vie, dans le sens où ils travaillent encore, ils veulent continuer, ils ont des jeunes enfants, puis ils veulent vivre coûte que coûte.
chez les patients plus âgés, des fois, on ne les offre pas nécessairement, puis ce n'est pas des patients qui vont nous dire oui à long terme aussi parce que c'est très exigeant. Ils ont besoin souvent d'un transport adapté ou d'un membre de la famille pour venir les porter à l'hôpital. Fait que c'est certain que est-ce qu'on pourrait l'extensionner à plus de patients? Probablement, mais ça prendrait il faudrait optimiser en même temps, je pense, les soins palliatifs dans un premier temps. Mhm. Définitivement. Est-ce que selon toi, on devrait administrer ce protocole-là en unité de soins palliatifs? Ça arrive des fois on a des patients, mais ça, on est plus dans la phase fin de vie, qui sont encore un peu mobiles. On les transfère d'unité de cardiologie vers notre unité de soins palliatifs. Puis, plus le temps va avancer, plus on va les accompagner, plus on va finir par les arrêter. Mais est-ce qu'on devrait initier ça dans les unités de soins palliatifs? Je ne pense pas que c'est la place. OK, C'est mon humble avis. parfait. Une autre question très intéressante. Quelqu'un qui se demande, comme plusieurs patients ne semblent pas comprendre l'objectif même du traitement, est-ce qu'on devrait d'emblée favoriser une consultation en médecine palliative? Certainement. Aussitôt que l'objectif des inotropes intraveineux, c'est une approche palliative, je crois qu'on devrait d'emblée demander une consultation en soins palliatifs. Souvent, ça va aider à cheminer et à bien comprendre c'est quoi l'objectif derrière tout ça. Parce que ce n'est pas 100% des patients qui vont avoir du prime accord que l'objectif va être palliatif. Hein. Parfois, ça va être un pont à la greffe, parfois, ça va être un pont au cœur mécanique, parfois, ça va être des cardiopathies toxiques pour lesquelles le patient a arrêté de consommer. On va le maintenir sous inotrope. Fait que, c'est pas, ça exclut ces patients-là, mais les patients en approche palliative devraient tous minimalement avoir une discussion, une planification préalable des soins, une discussion sur le niveau de soins, puis une consultation en soins palliatifs, selon moi. Mhm. Définitivement. Je crois que ce type aussi de patients, parfois, sont surpris au niveau du diagnostic et du pronostic parce que la perte d'autonomie ou la perte fonctionnelle se fait de manière progressive au courant des années. Donc, le niveau d'autonomie va s'ajuster au courant de la perte. Donc, parfois, ils sont même surpris là, du pronostic là, Oui, c'est le défi de nos maladies, de toutes les trajectoires non oncologiques. Le défi du pronostic, ça va demeurer. Mhm. On a parlé des maladies pulmonaires obstructives chroniques, de la fibrose. C'est toujours le défi. Ils sont surprenants, ces patients-là. Définitivement. Mm. Une dernière question pour toi, Mireille. Quelqu'un dans l'auditoire se demande, est-ce qu'on peut encore mourir du cœur en 2024? Euh, faut que je fasse attention à ce que je dis. Oui, on a le droit de mourir du cœur encore en 2024, mais c'est vrai qu'avec toutes les nouvelles approches, c'est difficile de mourir du cœur. Surtout, tu sais, puis moi, j'ai un gros billet, là, je travaille dans un institut de cardiologie, fait que c'est certain qu'on offre tous les plateaux techniques, on les a offerts avant de lâcher la serviette. Mais je pense que le patient, il faut qu'il comprenne aussi qu'il a le droit de refuser des soins quand il trouve que c'est trop pour lui. Hmm. Définitivement. Je pense que ça termine très bien ta présentation, Mireille. Donc, écoutez, merci beaucoup à nos trois invités de leur présence aujourd'hui et à vous, notre auditoire, pour votre participation. Donc, à deux reprises, nous avons mis le formulaire d'appréciation dans le chat, donc nous vous invitons à le compléter. Donc, vos commentaires sont vraiment importants pour nous et vont nous aider à nous améliorer et à intégrer vos intérêts et vos préoccupations lors de la confection de notre prochain calendrier d'activités pour 2025-2026. Avant de vous laisser partir, nous avons le plaisir de vous annoncer que les activités de formation de l'Institut pour l'année 2024 et 2025 sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières. Donc, si vous souhaitez vous prévaloir des unités de formation continue qui y sont associées pour un total maximal de 9 heures, on vous recommande de nous faire la demande directement par courriel. Donc, vous voyez à l'écran notre adresse courriel générique de l'Institut. Donc, nous pourrons vous transmettre toutes les informations au moment opportun, donc en juin 2025 prochain.
On tient aussi à vous rappeler nos prochaines activités. Donc, les croquettes d'aujourd'hui étaient la dernière activité de l'année 2024. Donc, vous aurez la chance de rencontrer Monsieur Denis Chenevert le 11 février 2025 prochain qui va nous entretenir au niveau de la plateforme Répit Aidant. Et nous allons avoir notre prochaine croquette scientifique le 12 mars 2025 au niveau des approches thérapeutiques. Donc, nous allons avoir le docteur Patrick Archambault qui va être parmi nous, le pharmacien Louis-Philippe Grenier, ainsi que Laurent Béchard qui va nous entretenir sur cette thématique. Donc, un grand merci à nos experts, Dr Moreau, Dr Dechaine et Mireille Villeneuve. Merci énormément de votre présence aujourd'hui. Ça a été un partage riche en nouvelles connaissances et beaucoup aussi de liens avec la pratique clinique. Donc, c'était super intéressant d'avoir votre input par rapport à ça. Donc, à nouveau, on vous invite à compléter notre formulaire d'appréciation et au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine activité du 11 février. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir. Bye bye.